Bonsoir et bienvenue dans BBC Hebdo. Voici les titres à la une de votre édition. Des faveurs sexuelles contre des diplômes. Notre enquête exclusive sur le harcèlement sexuel dans l'une des universités les plus prestigieuses d'Afrique de l'Ouest. Et donc, on y est! 14 milliards de dollars pour lutter contre la tuberculose, le paludisme et le sida. Nous partirons au Maroc où il est encore difficile de vivre avec le VIH. Et en fin de journal, gros plan sur l'objectif zéro déchet au Sénégal avec des opérations de nettoyage de l'océan. Le harcèlement sexuel des étudiantes dans les universités est un problème mondial. BBC Africa Eye a enquêté pendant 1 an sur la situation en Afrique de l'Ouest. Des dizaines de victimes ont été interviewées. Attention, le sujet de Kiki Mordi, raconté par Myriam Lawari, contient des scènes troublantes de nature sexuelle et commence par des détails de sa propre expérience. Mes photos de remise de diplôme. J'étais une fille heureuse. Je croquais la vie à pleines dents. À 19 ans, je suis entrée dans l'une des meilleures universités du Nigeria. Mais c'était loin de ce que je pouvais imaginer. L'un de mes maîtres de conférence a exigé d'avoir des relations sexuelles avec moi en échange de mes résultats d'examen. J'ai refusé. Je n'aurais jamais imaginé être une victime. Il n'y a pas eu de provocation. Je n'ai rien fait du tout. Le harcèlement m'a forcée à abandonner. Depuis plus d'1 an, Africa Eye a enquêté sur le harcèlement sexuel. Au Nigeria, nous nous sommes concentrés sur l'université de Lagos, ou Unilag. Après avoir parlé à de nombreuses étudiantes, un nom n'a cessé de revenir. Au nom de Jésus, commençons à prier. Le docteur Boniface Igbenegou est maître de conférences en français et pasteur local. Nous avons envoyé à sa rencontre une journaliste infiltrée, se faisant passer pour une étudiante de 17 ans, en dessous de l'âge légal du consentement. Elle est là pour demander son admission à l'Unilag. Sais-tu que tu es une belle fille ? Au cours de plusieurs réunions, il a toujours eu un comportement inapproprié avec elle. Tu sais, je suis dans la 50aine, d'accord ? Mais ce qui va te choquer, c'est que même à mon âge, si je veux une fille de ton âge, une fille de 17 ans, il me suffit d'avoir quelques paroles mielleuses, de lui mettre de l'argent dans la main et je l'ai. Le docteur Boniface lui a promis son admission à l'Unilag si elle réussissait ses examens. Je te donnerai ton admission. Êtes-vous sérieux ? Je suis professeur associé. Il s'est également montré très ouvert au sujet du harcèlement répandu au sein du club Unilag réservé aux membres du personnel. Il y a un étage du club où les maîtres de conférences emmènent les filles pour les embrasser, pour leur faire du charme. Ils les emmènent pour faire quoi ? Pour faire des câlins, toucher leur poitrine, les toucher. Oh mon Dieu ! C'est un club. C'est ce qu'on appelle la chambre froide. Les images que nous avons filmées montrent du harcèlement physique. Monsieur ? Non, assieds-toi, assieds-toi. Je ne veux pas... Approche-toi. Monsieur, j'ai obtenu le... Approche-toi. Comme dans la chambre froide. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Assieds-toi. Ok. Mon bébé. Mon bébé. Non, attends, ne me demande pas ce que je veux faire. Je ne vais pas te faire de mal. Ok, monsieur. Il a ensuite relâché. L'Unilag a déclaré qu'elle se dissociait du comportement présumé du docteur Boniface. Elle nous a dit avoir une politique de tolérance zéro à l'égard du harcèlement sexuel. Aucun commentaire n'a été fait sur la chambre dite froide. Malgré nos multiples sollicitations, le docteur Boniface n'a pas souhaité répondre aux allégations portées contre lui. Après la diffusion de notre enquête, 3 professeurs ont été suspendus, 2 au Ghana et 1 au Nigeria. Le Nigeria qui a introduit au Sénat un projet de loi visant à prévenir le harcèlement sexuel des étudiantes. Et pour revoir cette enquête exclusive Sex for Grades, rendez-vous sur bbcafrique.com sur PC, mais aussi sur téléphone mobile. Vous pouvez aussi la retrouver sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Twitter.
En Algérie, presque 6 mois se sont écoulés depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Et cette semaine, pour la première fois depuis le début de la contestation populaire, la police a tenté d'empêcher les étudiants de manifester à Alger, comme ils le font chaque mardi. Plusieurs médias ont fait état d'interpellations musclées et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent la police utilisant la force pour disperser des manifestants. Au moins 80 personnes, dont de nombreux étudiants, seraient toujours détenues. Les manifestants dénoncent la décision du régime d'imposer la tenue de l'élection présidentielle le 12 décembre. Écoutez. Nous sommes venus aujourd'hui parce que l'échéance électorale est inacceptable pour le peuple. Nous ne sommes pas contre l'idée de la tenue des élections, mais nous sommes contre les élections avec Bedoui et Ben Salah aux commandes. Nous condamnons ces élections et les arrestations. Est-ce qu'il est concevable de participer à ces élections alors qu'ils continuent d'arrêter des gens? Il n'y aura pas d'élection tant que cette bande est là, tant que Bedoui est encore au pouvoir. Nous sommes contre la tenue de l'élection, nous nous opposons au scrutin. Il n'y a aucun changement constaté en Algérie. Nous sommes dans la même situation que depuis le début de nos manifestations en février. La bande au pouvoir veut juste se renouveler à travers cette élection. Nous disons non, Salah veut instaurer une dictature illégale. Et quant à l'armée nationale, c'est notre armée. Personne ne l'aime plus que nous. Nous n'allons rien faire de mal contre l'armée et l'institution militaire. Et maintenant, le reste de l'actu de la semaine en bref et en images. En Tunisie, Nabil Karoui a été libéré mercredi soir. Jusque-là, toutes les demandes de libération du magnat de la presse interpellé fin août avaient été rejetées. Je vous rappelle que le second tour de la présidentielle tunisienne se joue entre Nabil Karoui et l'universitaire Kais Saïd. Celui-ci est arrivé en tête à l'issue du premier tour avec 18,4%. Au Rwanda, le pasteur évangélique Greg Chouf a été expulsé. L'Américain était promoteur d'une station de radio que les autorités avaient interdite pour la diffusion de propos dans lesquels Chouf avait qualifié des femmes de démons et de prostituées. Peu avant son expulsion, il avait été arrêté lors d'une conférence de presse. Et puis, le prix Nobel de la paix a été décerné vendredi à Abiy Ahmed. Le Premier ministre éthiopien est l'artisan de la réconciliation entre son pays et l'Érythrée voisine. Plus de 300 candidatures avaient été déposées cette année, dont celles de Donald Trump et de Greta Thunberg. Place au grand angle de ce BBC Hebdo et nous allons parler de ce pas en avant dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Les 14 milliards de dollars requis pour éradiquer ces 3 maladies à l'horizon 2030 ont bien été obtenus à Lyon. Le coup de poing sur la table d'Emmanuel Macron a donc porté ses fruits. Les organisateurs de la 6e conférence de reconstitution du fonds avaient fixé à 14 milliards de dollars le montant à recueillir. À présent, quelques chiffres sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Un organisme qui mobilise et investit plus de 4 milliards de dollars chaque année, destinés à l'appui de divers programmes pilotés localement dans plus de 100 pays. Le fonds affirme avoir sauvé à ce jour 32 millions de vies à travers le monde, ce qui est un chiffre impressionnant. Et grâce au partenariat, plus de 18 millions de personnes ont été mises sous traitement antirétroviraux en 2018. Et pour le compte de cette même année, plus de 5 millions de personnes atteintes de tuberculose ont été placées sous traitement. Et enfin, le fonds a permis de distribuer 131 millions de moustiquaires imprégnés, toujours pour 2018. En renfort à l'appel du président Macron, le cri de cœur émouvant d'une jeune activiste burundaise née avec le VIH. Écoutez. La réponse aux épidémies doit être construite par nous, avec nous. Nous savons mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Laissez-nous vous mettre en garde. Laissez-nous réellement vous dire là où nous souffrons. Notre santé, notre éducation, notre insertion doivent être des priorités. Notre vie a de la valeur. Vous ne devez jamais l'oublier. Direction le Maroc pour un cas d'illustration de la lutte contre le VIH-Sida. Pour beaucoup de structures dans le pays, l'argent est le nerf de la guerre. C'est le cas des associations de lutte contre le sida, comme nous l'explique Caroline Noyer. C'est un sujet tabou au Maroc. Pourtant, 21 000 personnes sont recensées comme séropositives, selon l'ALC, l'Association marocaine de lutte contre le sida. Fondée en 1986, après la détection du premier cas marocain de VIH, l'ALC assure aussi bien des groupes de parole que des consultations individuelles. L'association est également engagée dans la prévention et les campagnes de dépistage sur le terrain, un peu partout dans le royaume.
Le tout est financé par des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida. Mais des inquiétudes subsistent concernant la pérennité de ce financement. Ce qui nous a permis cette diminution des infections, c'est en grande partie de travailler dans les réseaux des populations les plus exposées. Et ça, on a beaucoup d'appréhension sur la pérennité du financement de ce travail si le Fonds mondial venait à quitter le Maroc. Une lutte qui se joue aussi dans les couloirs des hôpitaux marocains, comme ici à l'hôpital Ibn Rushd à Casablanca qui accueille les suivis thérapeutiques de l'ALC. L'enjeu est de taille dans un pays où l'infection est liée aux relations sexuelles. Véritable sujet tabou, le rejet social est plus fort que jamais. Nous sommes à plus de 30 ans de l'épidémie de l'infection à VIH au Maroc. Malheureusement, il y a encore beaucoup de stigmatisation et de discrimination par rapport à l'infection à VIH. D'abord, au niveau de la population générale. Ça, c'est clair qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer, disons, l'acceptabilité d'une personne vivant avec le VIH. Cacher sa maladie ou subir le rejet de ses proches, c'est le dilemme qui se joue pour les séropositifs marocains. J'ai des amis qui ne peuvent pas venir ici à l'association. Moi, je leur parle à chaque fois pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs et je leur dis « Oui, ok, je suis malade, oui, il y a sida au Maroc, mais il faut mettre un préservatif, il faut savoir avec qui tu peux partir. Il faut qu'ils se fassent dépister. » Grâce à une amélioration du dépistage, de l'accès au traitement et du suivi qui ont permis au Maroc de réduire les décès et les cas de nouvelles infections, le pays est considéré comme un bon élève par l'ONU-SIDA. Reste à savoir si le bon élève continuera à recevoir les fonds nécessaires, indispensables à la production de bonnes notes. Et on va terminer cette revue de la semaine avec un coup de projecteur sur une belle initiative au Sénégal. Le pays de la Teranga tente tant bien que mal de lutter contre le plastique. Omniprésent dans nos sociétés, il pollue notre planète et met à mal notre écosystème. Exemple très concret de ce fléau, la baie de Dakar et l'île de Gorée. Devant les innombrables tonnes de déchets plastiques déversés chaque année dans l'océan Atlantique, le plus vieux club de plongée de la capitale sénégalaise a décidé de prendre les choses en main. Explication, Pierre-Antoine Denis. Selon les Nations Unies, 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent chaque année dans les océans du monde. À Dakar, la lutte contre cette marée plastique est bien engagée, en partie grâce à une équipe de plongeurs amateurs opérant sous le nom d'Océanium. C'est beaucoup pollué. Et malheureusement, je pense que les habitants, il y en a certains qui jettent leurs déchets directement dans l'eau. Et c'est triste. Limités par le niveau d'oxygène, les plongeurs n'ont qu'une heure par descente pour ramasser le plus de déchets possible. C'est une tâche colossale, d'autant plus que leurs efforts peuvent avoir l'air d'une goutte d'eau dans cet océan de déchets, le Sénégal déversant à lui seul plus de 250 000 tonnes de déchets dans l'Atlantique chaque année. Cela fait 2 ans qu'Océanium a organisé sa première opération de nettoyage. Désormais, le plan est d'augmenter leur fréquence en passant à 1 fois par mois et ensuite, si le financement le permet, 1 fois par semaine. On s'est rendu compte que la mer est trop sale. Beaucoup de personnes croient que la mer est une poubelle, donc ils jettent de n'importe quoi. Donc c'est la raison pour laquelle on est là pour nettoyer, quoi. En 2015, le pays a adopté une loi interdisant la vente de sacs en plastique. Mais 4 ans plus tard, elle n'est toujours pas entrée en vigueur. Et l'île de Gorée, destination touristique populaire au large de Dakar, est particulièrement touchée par cette pollution. Là, on est en période d'été, donc c'est beaucoup de canettes de bière, de bouteilles de plastique, de gobelets. Les gens qui vont à la plage vont boire, vont faire la fête. Et au final, généralement, vu s'ils n'ont pas de poubelle ou ceci ou cela, ça finit sur la plage. Avec la houle, ça finit dans la mer. Avec le fait que ça soit une baie, ça finit devant chez nous. Lors de la dernière opération de nettoyage de l'équipe, des centaines de kilos de déchets ont été retirés de l'océan. Certainement un début, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour que le Sénégal atteigne l'objectif du président Macky Sall de devenir une nation zéro déchet. Le Sénégal qui tente de préserver son environnement durant cette semaine qui a d'ailleurs été la semaine des opérations coup de poing Extinction Rebellion. Continuez à vous informer sur notre site internet, toute l'actu africaine, internationale et sportive, disponible sur PC, sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous suivent via nos chaînes partenaires. Bonne soirée à tous.